Bonjour à tous, ici Sylvain Deshôtels du pôle d'expertise interordre en formation à distance, un projet de Campus Numérique Québec dans les blocs de départ cet après-midi pour ce symposium où il sera question de création de ressources éducatives numériques. Je vous invite à poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans le clavardage. Je reviendrai à la toute fin pour en parler avec l'équipe qui sera menée aujourd'hui par Claude Potvin. Bonjour. Claude est chargé d'encadrement à la TELUC, impliqué dans l'équipe des Rennes, au pôle et à la Fabrique REL, en plus d'être conseiller en pédagogie universitaire à l'Université Laval. Voilà pour le résumé. Claude, je te souhaite un très bon symposium. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi pour animer ce petit symposium. Vous savez que vous êtes chanceux, les personnes qui assistent aujourd'hui, parce que vous allez voir, non seulement vous allez entendre parler de deux ressources éducatives numériques qui ont été développées cette année, mais vous allez voir aussi, bon, dépendant de votre préférence, je vais prendre la métaphore de l'automobile, vous allez voir, c'est un peu sous le capot. Alors, comment les ressources ont été développées, comment ça a été vécu de l'intérieur. Ou si vous êtes adepte des arts de la scène, ben là, c'est un peu les coulisses. Alors, choisissez votre métaphore. Je crois qu'on a probablement des publics des deux styles. Avant d'amorcer, je voulais vous situer un petit peu dans le contexte de ce qui se fait au pôle FAD. Peut-être que vous savez qu'il y a un appel à projet annuel au pôle FAD depuis quelques années. Donc, évidemment, pour le développement de ressources éducatives numériques qui concernent la formation à distance. Ce que je vous affiche actuellement, c'est le processus qui est suggéré pour le développement des ressources éducatives numériques. C'est un processus qui est relativement classique pour les gens, les conseillères pédagogiques là, qui préfèrent plutôt à ADI. Vous voyez que ça se passe mais je vous le présente parce que c'est une chronologie. Donc, vous voyez, ça commence à peu près en mai normalement, ça se termine bon, au plus tard à l'automne pour la veille, mais la diffusion, la livraison, c'est dans ces jours-ci, en fait, là, dans les semaines, ces semaines-ci. Donc, les projets sont peut-être pas tout à fait terminés. Les, euh, les présentateurs, présentatrices vont nous en parler tout à l'heure, mais on est à peu près vers la fin des projets. Il y a un appel encore cette année, mais c'est terminé il y a quelques semaines, je pense qu'il y a 3 semaines. Il y en aura probablement un autre, je le dis tout de suite, dans quelques mois. Donc, surveillez l'information qui provient du site. Alors, sans plus tarder, je vais arrêter mon partage et je vais vous présenter notre première présentatrice, Marie Chassé. Marie, qui est conseillère pédagogique et technopédagogique à la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe. Marie cumule plus de 20 ans d'expérience en conception pédagogique et en technopédagogie, puis elle accompagne les expertes et les experts de contenu, ainsi que les équipes de conception dans le développement de solutions d'apprentissage en ligne autoportantes, adaptées à des contextes variés. Je vais vous laisser lire le reste de la description. Vous voyez, je suis en train de lire la biographie. Et Marie va nous parler d'elle-même de toute façon. Alors, Marie, je te laisse la parole. Merci, Claude. Donc, je vais vous partager à l'instant. Donc, vous voyez bien mon écran? C'est bon. Donc, dans un premier temps, j'aimerais saluer ma collègue Louise Bellavance avec qui j'ai travaillé le développement de la ressource. Donc, nous, notre projet a consisté à faciliter le développement de la pensée réflexive. Le besoin pédagogique était vraiment d'offrir aux personnes enseignantes du milieu collégial un dispositif qui permettait de développer de micro-mises en situation qui facilitent le développement de la pensée réflexive pour leurs personnes étudiantes en mode asynchrone. Alors, c'était tout un défi parce que le dispositif qu'on devait imaginer, concevoir, devait permettre d'abord de réaliser une réflexion, ensuite de permettre de revenir sur celle-ci pour y jeter un regard critique et bien entendu de respecter la nature spontanée là, de la pensée qui cherche ce qu'elle veut dire, comment le dire d'un mot à l'autre.
Donc, nos sources d'inspiration, ben, notre première source d'inspiration, c'était les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas s'il y a des amateurs dans la salle aujourd'hui, des livres dont vous êtes le héros. Mais c'était aussi le fait d'offrir, on avait une grande préoccupation pour offrir un dispositif là, aussi concret et facile à utiliser qu'une fourchette, là, très table-chaise. Donc, notre dispositif comprend en fait deux fichiers. Un premier fichier que vous voyez ici, qui est le gabarit, qui permet aux personnes enseignantes de concevoir leur mise en situation réflexive. Et ici, vous avez le journal audio. C'est un fichier qui s'adresse aux personnes étudiantes pour leur permettre d'enregistrer leurs réflexions à voix haute. Donc, je vais vous présenter les deux. Donc, on va commencer par explorer ensemble le premier fichier en regardant une vraie mise en situation. Donc, c'est parti. Ça va commencer. Nous nous situons présentement dans la mise en situation préparée par ma collègue Louise pour son groupe de personnes étudiantes en éducation à l'enfance. On voit ici le titre de sa mise en situation, le sirop. Ah, je présume que quelqu'un est malade dans cette histoire. Cliquons sur la flèche rouge située dans le bas pour entrer dans la mise en situation. Nous sommes à l'accueil du matin dans un groupe d'enfants de 4-5 ans. Une maman arrive visiblement découragée. Son fils tousse beaucoup et dort mal. Faute de temps pour consulter un médecin, elle est assise et a acheté un sirop pour enfants. Elle vous demande de lui en donner une dose avant la sieste en précisant que la posologie est clairement indiquée sur la bouteille. Deux options semblent possibles. A. Assurer à la maman que le sirop sera donné avant la sieste. Ou B. Mentionner à la maman que vous ne donnerez pas le sirop. Faites votre choix et on se retrouve à la page suivante. Bon, je comprends que c'est un des enfants qui est malade. Qu'est-ce que je ferais si j'étais une personne éducatrice? Ouais. Deux choix s'offrent à moi. A ou B, donner sirop ou pas. Ben, je pense que je vais donner sirop. Cliquons sur A. Vous avez choisi de donner le sirop malgré la règle qui l'interdit? Ce n'était pas le bon choix. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Un manque de connaissances? Un doute? Une difficulté à dire non face à une demande d'un parent? Pourtant, le règlement est clair. Nous ne pouvons pas administrer de médicaments sans une autorisation écrite d'un médecin. Il est donc essentiel d'expliquer à la maman de manière rassurante que vous ne pouvez pas donner le sirop à son enfant. Alors, imaginez que vous êtes sur le pas de la porte avec elle. Vous devez lui dire que vous ne donnerez pas le sirop à son enfant. Formulez votre message en moins de 2 minutes, puis enregistrez-le dans votre journal audio, enregistrement 1. Après, on se retrouve à la page suivante. Hey, ce n'était pas le bon choix. Maintenant, Louise me demande de dire à la maman que je ne peux pas donner le sirop. Je vais donc ouvrir mon journal audio, l'autre que vous avez vu rapidement tantôt, pour enregistrer verbalement ma réflexion. Mais pour le besoin de cette vidéo, faisons comme si j'avais déjà réalisé cette étape et passons à la suivante. Cliquons ensemble sur la flèche rouge juste ici. Prenez un moment pour prendre du recul et mettre en lumière vos forces ainsi que vos défis. Si nécessaire, réécoutez votre enregistrement et utilisez l'espace de prise de notes dans votre journal audio. Je vous donne des pistes de réflexion. Vos ressentis ont-ils influencé votre message? Étiez-vous à l'aise pour dire non avec assurance? Votre écoute. Avez-vous reconnu l'inquiétude du parent et montré que vous compreniez sa demande? Votre message. Avez-vous expliqué le règlement avec vos propres mots en mettant l'accent sur la sécurité plutôt que sur une décision personnelle? Est-ce que c'était facile pour vous de trouver les bons mots? Votre conclusion.
Avez-vous proposé des actions concrètes pour rassurer la mère et maintenir un lien de confiance avec elle? Faites une synthèse des points que vous avez relevés et enregistrez-la dans votre journal audio, enregistrement 2, pour une durée d'environ 2 à 3 minutes. Après, on se retrouve pour la conclusion. Louise m'invite à prendre du recul par rapport à mon message que j'ai enregistré dans le journal audio. À la lumière de sa rétroaction, je vais donc analyser, prendre du recul par rapport à ce que j'ai fait. C'est une tâche que je vais devoir aussi réaliser dans le journal audio. Mais vous me voyez venir, pour le besoin de cette vidéo, je vais passer à la conclusion. Cliquons ensemble ici sur la flèche rouge. J'espère que vous refermerez cette page en pensant que cette mise en situation à voix haute vous a aidé à gagner en confiance pour la prochaine expérience. À bientôt! Merci beaucoup, Louise. À bientôt. J'imagine que nous en reparlerons en classe virtuelle. Donc maintenant, explorons ensemble le journal audio. Donc, c'est parti. Je me situe présentement dans le journal audio préalablement préparé par Louise à l'intention de ces personnes étudiantes. Je remarque d'abord que je me situe dans l'environnement PowerPoint, qui est un logiciel vraiment accessible pour la plupart des personnes étudiantes du niveau collégial. Le document comporte 3 diapositives. Je remarque aussi le titre de la mise en situation, qui est le sirop. Juste un peu plus bas, je remarque une zone pour indiquer mon nom. Donc, je vais indiquer mon nom. Le choix que j'ai réalisé dans la mise en situation, donc j'ai choisi le choix A. Et je remarque en dessous, en fait, les 2 zones pour les enregistrements 1 et 2. Donc, au fur et à mesure que je progresse dans la mise en situation, je réalise la réflexion qui est demandée et je l'enregistre directement dans PowerPoint en suivant les consignes qui se trouvent juste ici. Donc, je vous donne un exemple, c'est vraiment très facile. Donc, je vais dans Insertion, je vais dans Médias, Audio, Enregistrer l'audio. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Lorsque je suis prête, je clique sur le bouton rouge, je m'enregistre. Quand j'ai terminé, je clique sur le carré, je fais OK. Je peux m'écouter si je le souhaite. Et quand je suis satisfaite de mon enregistrement, je viens tout simplement le superposer sur le porte-voix qui est affiché dans chacune des zones enregistrement 1 et 2. Je remarque aussi qu'à la page 2, Louise a laissé des consignes plus détaillées pour l'enregistrement 2 et il y a toujours la page 3 qui est des notes de préparation de la personne étudiante que je peux utiliser au besoin pour me préparer. Donc, après ce tour d'horizon, en fait, quelques mots sur la modalité pédagogique. Donc, on voit un peu ici, à travers le schéma, le micro-parcours d'apprentissage, qui est un parcours à embranchement où on invite les personnes apprenantes à faire une réflexion et à revenir sur celle-ci. Le dispositif peut être utilisé en 3 modes. Formatif, sommatif. En mode formatif, vous pouvez l'utiliser de façon individuelle ou bien en dyade. Maintenant, en coulisses de ce projet. Bien, d'abord, ce qui est vraiment particulier avec notre projet, c'est qu'il s'est déroulé sur 2 ans. Donc, en 2024-2025, on a participé à un premier appel de projet où on a conçu la première édition avec un guide sommaire d'utilisation. Par la suite, l'année passée, donc cette année, on a participé à un second appel de projet où ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté des ajustements à notre première édition et on est venu aussi concevoir une formation en 2 modes. Donc, en mode synchrone, donc c'est un parcours vidéo, et en mode asynchrone pour permettre au personnel pédagogique d'animer un cours atelier de 3 heures avec leurs personnes enseignantes.
Nous, à la formation continue, on utilise beaucoup pour le développement l'approche par prototypage rapide, donc qui est l'approche SAM. Les défis qu'on a rencontrés, brièvement, premièrement, faire confiance au processus créatif parce qu'on est vraiment parti de la page blanche. Quand on a fait nos recherches, analysé le besoin, tout ça, on n'a pas trouvé d'outils comparables. C'est sûr qu'on s'est un peu cogné, si je peux dire comme ça, aux limites techniques de PowerPoint, qui nous a obligés à vraiment à simplifier puis à revenir à l'essentiel. Il y a aussi un autre défi a été la priorisation des ajustements à apporter parce que quand on utilise l'approche par prototypage rapide, ce qui arrive, c'est qu'on fait de nombreux petits pilotes. Donc, à la suite de ces pilotes, on reçoit plein de commentaires, d'ajustements. Il a fallu vraiment prioriser parmi ces ajustements. Et dans les tours de roue, donc dans les boucles itératives, le grand défi, c'est de savoir s'arrêter, surtout quand on arrive à la fin, à la phase de finition, parce que la phase de finition est comme jamais terminée en quelque sorte. Donc, l'édition 2026 va être disponible à partir du 31 mars prochain. D'ici là, on vous invite à consulter l'édition 2025 qui est en ligne. Puis, l'édition 2026, comme je le mentionnais un peu plus tôt, comprend vraiment un parcours vidéo pour les personnes autodidactes qui veulent s'approprier l'outil, ainsi que du matériel d'animation à l'intention des personnes pédagogiques. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation synthèse du projet. On est toutes, comment dire, on a hâte déjà, on peut mettre la main sur ça de l'année passée, hein, c'est évolutif, cette chose-là. Mais en même temps, on a vu des choses qui sont ajoutées, donc je pense que les gens vont avoir hâte de mettre la main sur la prochaine version. Avant d'en discuter, on va passer à la deuxième présentation, celle de Paulo Mendoza et Vanita Pillé. Alors, je vous les présente rapidement. Ils sont donc tous deux du cégep André Laurando. Et puis, Paulo Mendoza, lui, il occupe le poste de techno-pédagogue au sein de la formation continue. Depuis janvier 2024, il est membre du réseau des répondantes et des répondants, donc le répondantique, le REPTIC, et participe au comité institutionnel consacré aux compétences numériques et à l'IA. Alors, Paulo, avec le nom qu'il a, vous aurez compris qu'il a débuté sa carrière professionnelle au Brésil. Quant à Vanita Pillé, elle est technopédagogue, au même cégep bien sûr, depuis 2018. Elle exerce un rôle conseil auprès du personnel enseignant en matière d'intégration du numérique en soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Elle contribue au développement des compétences numériques du personnel et à l'élaboration de lignes directrices institutionnelles, notamment par sa participation à différents comités. Alors, Paulo et Vanita, je vous laisse les prochaines minutes pour présenter votre projet qui est également en cours. Merci Claude. Voilà l'écran. Vous voyez bien l'écran? Je passe tout de suite à la prochaine diapo. Pardon, c'est moi. Donc, nous allons présenter rapidement l'idéation du projet dans un premier temps. Ensuite, avec la démarche que l'on a entreprise pour la conception de notre REN. Et ensuite, on va vous présenter un premier chapitre de la REN également. Et durant la présentation de ce chapitre-là, on vous partagera en même temps les obstacles qu'on a rencontrés et aussi les améliorations possibles pour peut-être une prochaine version. Donc, voilà. Donc, si on saute tout de suite à l'idéation du projet, en fait, l'idée a un peu émané grâce en fait à Paulo là, qui travaille surtout à la formation continue et où la population est majoritairement des apprenants adultes et aussi où dans les dernières années en formation continue surtout, les cours sont donnés majoritairement à distance, dans notre cégep du moins. Donc, le constat de départ était de dire qu'il manque vraiment du matériel d'accompagnement qui concerne le sujet de l'andragogie et de la formation à distance.
Donc, c'est quand même un sujet très, très spécifique. Et le public qui a été ciblé ici, c'est vraiment les personnes enseignantes et les conseillers, conseillères pédagogiques qui travaillent dans le milieu de l'accompagnement de ces personnes enseignantes, surtout pour justement trouver de nouvelles stratégies ou des pratiques pédagogiques gagnantes dans le contexte. On parle de l'andragogie et de l'enseignant et de la formation à distance. Donc, l'approche était d'avoir une démarche réflexive pour outiller les personnes enseignantes en formation à distance pour les adultes spécifiquement. Et on a choisi la plateforme Genially pour le faire, surtout pour son interactivité, sa navigation qui n'est pas toujours linéaire, donc ça nous permettait là, vous allez voir là, d'intégrer beaucoup d'éléments qui peuvent venir un peu alléger les contenus sur une même page et pas forcer une navigation linéaire. Et c'est aussi une version qui est simple à partager, à diffuser avec ses collègues. Donc, voilà. Est-ce que j'ai oublié des petites choses? Paolo va ajouter pendant la démarche. Voilà, merci Venta. Merci Claude. Et voilà, pour l'invitation aussi, je remercie le pôle pour cette opportunité de vous présenter notre REN qui est toujours en cours, en fait. On n'a pas encore terminé. Et si vous comprenez, ce que vous voyez à l'écran, c'est plutôt un résumé de la démarche. Vous comprenez aussi qu'il y a des sous-étapes qu'on ne mentionne pas ici, mais quand même, on a voulu vous présenter les grandes étapes. Et si je peux rapidement attirer votre attention sur un fait important ici, tout au long de notre démarche, c'était la participation d'un groupe de consultation. Donc, ce n'est pas juste moi et Vanita qui avons travaillé sur ce projet, mais aussi à des conseillères pédagogiques du réseau collégial, REPTIC et REPCAR. Donc, si jamais il y a une conseillère pédagogique ici, merci. Donc, merci pour votre participation dans ce groupe de consultation. Et je remercie également à Marco Guibault et Annie-Claude Prudhomme qui ont aidé à organiser et à structurer ce groupe de consultation qui a été vraiment très important pour nous, pour notre démarche dans ce projet. Et aussi le document que toi, Claude, a présenté tout à l'heure, qui présente justement les étapes du processus de conception d'une REN, a été aussi souvent consulté tout au long de notre démarche de conception de cette REN. Donc, si j'avance, et voilà, ce que vous voyez à l'écran, c'est la première diapo, en fait, du guide, qui s'appelle « Formation à distance pour adultes » en guide pratique, mais ce n'était pas ça le titre initialement, n'est-ce pas, Vanita? On l'a changé parce qu'avant, on utilisait un acronyme. Lequel? Dis-moi, Vanita. Ben, c'est ça, justement, ça faisait partie un peu là, des rétroactions qu'on a reçues avec les groupes de consultation. Donc, un terme très utilisé là, qu'on voit sur tous nos écrans actuellement, c'est FAD. Donc, nous, on a l'habitude de l'utiliser. On sait que ça signifie formation à distance. On nous a fait remarquer que peut-être dans ce contexte, pour de nouvelles personnes enseignantes ou de nouvelles personnes conseillères pédagogiques, c'était peut-être un terme qui était moins reconnu. Donc, dans le contexte de notre guide, on a choisi de mettre le terme au complet, donc formation à distance pour adultes. Et sur ça, on va vous présenter là, le premier chapitre qui est pas mal complété, on pourrait dire. Donc, ici, on vous invite dans un premier temps, dans la première page, avant la première section, à comment naviguer dans ce guide. Parce que pour nous, Genially, c'est un outil qui est simple, un outil qui est intuitif, convivial, parce qu'on l'utilise souvent et aussi parce qu'on a l'habitude de consulter des guides qui sont souvent conçus avec cet outil. Ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les personnes enseignantes, surtout les nouvelles personnes dans le réseau collégial qui connaissent peut-être moins cet outil et qui ne reconnaissent pas nécessairement tous les
tous les icônes qui sont présents. Donc, sur cette première page, on invite les gens à comprendre comment le guide est structuré. Donc, chapitre, puis le Paolo va vous montrer qu'on peut cliquer ici, donc sur le petit carrousel et qu'est-ce qui est expliqué. Donc, la première diapositive et les suivantes. Il y a aussi une petite barre de progression en bas, la navigation des icônes qui clignotent sur chacune des diapositives, qui signifie que ce sont des éléments interactifs. Donc, on peut cliquer dessus à n'importe quel moment pour naviguer dans le guide, pas seulement en avant ou en arrière, mais de revenir, par exemple, à l'accueil au besoin ou de consulter les autres chapitres si on le souhaite. Une explication de différents icônes qui sont utilisées par rapport, par exemple, à des documents. Donc, on a des fois des ressources qui sont en PDF, des fois, c'est des ressources qui sont sous forme de vidéo ou de liens vers des sites. Donc, tous ces icônes sont représentés à travers le guide. Donc, Paolo va continuer avec la présentation d'un premier des chapitres. En fait, ici, ce sont les sections. On pourrait justement aborder un défi important. C'était justement de choisir les contenus. Parce que, voilà, au début, on avait pensé peut-être à concevoir un guide avec 10 chapitres différents, 10 sections différentes. Et rapidement, on s'est rendu compte que ça serait trop. Et puis, pour les objectifs de notre reine, on a condensé et on a éliminé en fait deux chapitres et on a condensé 2 chapitres. Et puis, on a ce format actuellement. Et c'est effectivement un gros défi de choisir voilà, les sujets qui seront abordés lorsqu'on justement qu'on a comme sujet principal la formation à distance pour adultes. Donc, c'est pas facile, c'est vraiment un défi, mais on pense qu'on a quand même choisi les thèmes principaux, on va dire ça comme ça, pour un guide de formation à distance pour adultes. Donc, si on avance, pour vous montrer rapidement le premier chapitre qui commence toujours par un questionnement. En fait, ce sont des questions qui ont pour objectif justement de provoquer une réflexion chez la personne enseignante ou la personne conseillère pédagogique. Donc, on ne souhaite pas donner de recettes, mais quand même, il faut guider. C'est un autre défi dont on pourrait parler aussi. C'est un guide, mais en même temps, on ne veut pas donner de recettes et dire exactement ce que la personne enseignante doit faire en classe. Mais voilà, on essaye de provoquer la réflexion au début. C'est pour ça qu'on pose des questions. Puis, si on avance, on a toujours une même structure dans chaque chapitre, dans chaque section. Par exemple, celle-ci essaye de répondre à une question à qui nous enseignons. Donc, il y a un petit paragraphe et des fenêtres de contenu. Donc, si on l'explore ici, par exemple, on a une petite définition d'andragogie et des étiquettes. Même chose pour formation à distance. Et si j'avance un petit peu, la deuxième diapo, toujours la même structure dans chaque section, dans chaque chapitre. La deuxième diapo, elle présente soit un approfondissement de contenu, donc on approfondit les contenus qui ont été évoqués dans la première diapo, ou sinon, elle présente des étapes ou une démarche à suivre pour, par exemple, concevoir un cours à distance pour adultes. Et ici, on a toujours la possibilité également d'explorer les sujets en cliquant sur le bouton qui ouvre des fenêtres. Chaque section ou chapitre se termine par une citation qui a pour objectif, encore une fois, de provoquer la réflexion et d'inviter les gens à aller plus loin, à lire, à se renseigner par rapport au sujet abordé dans ce guide, c'est-à-dire la formation à distance pour adultes. Je conclue. Merci beaucoup. Merci, Vanita. Merci, Paul. Et merci beaucoup, Paulo et Vanita, ainsi que Marie, pour vos présentations respectives. Le hasard
peut-être arrangé un peu avec le gars ou la fille des vues, vu que ce sont des REL qui touchent des ressources éducatives numériques, mais libres, qui touchent aussi à la réflexion, à l'approche réflexive dans les deux cas. Euh, Ce n'est pas nécessairement l'objet de nos discussions, parce que les discussions qui vont suivre, parce qu'on va s'intéresser surtout au processus, ce qui est, comme je disais tout à l'heure, à ce qu'il y avait derrière, les questions en arrière-scène. Et je vais commencer tout de suite, peut-être avec Marie. Elle en a parlé tout à l'heure un peu d'ailleurs, et je vais vous ramener tout de suite la diapositive que j'avais présentée tout à l'heure sur le processus. Bon, un petit peu plus calqué sur ADI, adapté, etc., d'analyse, conception, développement, médiation, validation, diffusion, veille. C'est sûr que la diffusion n'est pas dans ADI d'habitude, ni la veille, en tout cas, c'est pas explicite, mais Marie a parlé d'une approche qui s'appelle SAM, Successive Approximation Model, qui est une approche un peu plus agile. Alors, Marie, comment avez-vous concilié l'approche SAM avec l'approche qui était suggérée par le pôle FAD? Là, je dis bien suggérée, je pense que c'était pas une imposition, à moins que je me trompe, là, c'est pas moi, c'est pas moi qui vous supervisais. Ben, en fait, dans un premier temps, quand on travaille en collaboration avec le pôle, on doit faire un plan d'action. Donc, nous, notre plan d'action, on l'a fait par tour de roue. Parce que ce qui se passe avec l'approche SAM, c'est qu'on va développer une maquette de départ qui va évoluer au fur et à mesure que progresse la conception. Donc, ce qu'on voit ici, là, conception, développement, médiatisation, ça se fait un petit peu simultanément. Donc, d'abord, dans notre plan de projet, on a vraiment ciblé des tours de roue. Donc, si on veut, c'est des ensembles de boucles à faire pour être capable de vraiment développer le dispositif puis y apporter vraiment une belle profondeur. Donc, l'avantage avec ça, c'est qu'on le voit visuellement grandir, évoluer, tout ça, mais ça s'accompagne d'une contrepartie parce que comme on fait plusieurs petits pilotes, on reçoit beaucoup de commentaires et alors là, il faut vraiment rester focus sur l'analyse de besoin. Quel était le besoin? Parce qu'on ne peut pas prendre en considération toutes les bonnes idées pour mener à bien notre projet. Donc, puisqu'on parlait de l'accompagnement du pôle, je pense que ça serait la prochaine question, en fait, que Claude nous poserait. Puis, je trouve que l'accompagnement a été fondamental, a été super important pour nous. D'ailleurs, j'aimerais remercier Philippe Rioux, qui était toujours disponible, et puis tous les CP et personnes qui nous ont accompagnés dans le processus. C'était vraiment fondamental, très apprécié, le support que le pôle nous a offert dès le début. Donc, ça a été vraiment très, très apprécié. Donc, je vois Claude de retour. Ben oui, il va pouvoir continuer sur les 3 angles que je m'en allais attaquer à sa place. Rebonjour Claude, c'est reparti. Avec avec le bon fond, ça va bien aller. Parfait. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai arrêté le partage. Pouf! 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 Éjection de l'animateur. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau technique. Alors, merci pour vos réponses. C'était très, très intéressant, j'imagine, parce que je n'ai pas entendu dans les dernières 2 minutes. Donc, je comprends que vous avez parlé de l'accompagnement du pôle, c'est bien ça? Parfait. Alors, sous le deuxième angle qu'on voulait aborder avec vous, c'est l'angle des défis. Encore là, il y a eu Marie, je pense, qui a abordé quelques défis du projet, mais pas nécessairement tout à fait sur les mêmes questions qu'on voulait poser, à savoir, bien sûr, c'est des ressources qu'on en développe dans notre quotidien. Vous êtes tous des conseillers, conseillères pédagogiques, technopédagogiques. Qu'est-ce qu'il y a de différent quand on développe dans le contexte du pôle FAD? Est-ce qu'il y a eu des contraintes supplémentaires ou au contraire une liberté? J'aimerais vous entendre là-dessus. On va commencer à l'inverse, peut-être par Vanita. Oui, merci. Ben, en fait, on y réfléchissait là, en se préparant pour la rencontre d'aujourd'hui avec Paolo. Et pour nous, c'est ça, il n'y a pas vraiment eu de contraintes. En fait, ça nous a plutôt donné
Ça nous a encadrés, premièrement, puis ça nous a permis d'avoir des balises avec lesquelles travailler. L'échéance aussi était claire, donc ça nous ramenait là, souvent à ce qu'on devait livrer ou travailler. Puis on s'assurait toujours là, de faire un point dans nos rencontres hebdomadaires aussi là-dessus. Le gabarit aussi, nous ont proposé un gabarit avec les couleurs du pôle, mais libre aussi à nous d'utiliser les couleurs institutionnelles pour un peu représenter notre institution respective. L'accompagnement, là, comme on a déjà nommé, était vraiment précieuse. Donc, honnêtement, pour nous, je pense que ça n'a pas vraiment représenté de limitation de contraintes. Au contraire, ça nous a vraiment permis là, d'encadrer notre travail puis de bien nous diriger vers ce qu'on faisait. Contrainte, si je peux poser une question tout de suite, l'aspect des licences, par exemple. Parce qu'on développe des ressources souvent, bon, ça commence à être un petit peu dans les habitudes de poser des licences Creative Commons libres, mais c'est pas encore tout à fait ancré chez tout le monde. Est-ce que c'était déjà le cas chez vous? Peut-être poser la question chez Apollo. Non, en fait, c'était pas un enjeu pour nous concernant la licence. Et puis, C'est déjà mais dans puis, vos habitudes à vous? oui, en fait, les guides par exemple, nous avons un guide Teams dans notre institution, un guide Genially, justement, et puis on avait déjà l'habitude d'utiliser, ça date de quelques années déjà, de 2023, je crois, Vanita, ou 22, je Oui. pense. Donc, on utilisait déjà ce type de licence. Donc, c'est pas nouveau pour nous, mais c'est très bien que le pôle diffuse cette façon de travailler voilà, avec des ressources numériques. Je suis content d'entendre ça, Paulo, parce que je dois dire, je fais partie de l'équipe des ressources éducatives numériques du pôle. On a évalué beaucoup de licences et on s'est aperçu que c'était pas une procédure qui était très, très suivie encore. Les gens ont développé beaucoup de ressources, surtout durant la COVID, mais très peu apposaient, peut-être le tiers apposait des licences libres sur les ressources. Alors, bravo si vous le faisiez déjà. Marie, est-ce que de votre côté, est-ce que c'était déjà le cas avec les Ben, nous, licences? oui, ben nous, en fait, pour les licences, en fait, quelques-unes de nos ressources sont des ressources éducatives libres. Puis moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'avec la collaboration du pôle, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a vraiment permis c'est de mieux connaître cette zone-là, si je peux dire, de la conception pédagogique, de la technopédagogie. Puis en même temps, au niveau des projets, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que le pôle apporte une vision qui est vraiment interordre. Donc, même si on travaille au niveau collégial, ben, il nous apporte des commentaires qui peuvent provenir, par exemple, de conseillers pédagogiques universitaires. Fait que c'est vraiment très enrichissant à cet égard-là. Merci Marie. Est-ce que quand tu parles d'interordre, est-ce que ça a été utilisé seulement pour la validation? Vous êtes allé chercher des inputs au moment de la validation du côté universitaire, ou si déjà au niveau de la conception, vous avez consulté des ressources au niveau universitaire? Bien, en fait, dans le processus de développement du pôle, il y a un processus de validation. Donc, le pôle a mobilisé pour nous des conseillers universitaires qui nous ont offert de la rétroaction. Donc, c'était vraiment très apprécié. Puis l'autre chose, bien, comme vous avez pu peut-être le constater dans la présentation de la ressource, Louise et moi, on a vraiment tâché de faire quelque chose qui soit universel. Quand on pense à la pensée réflexive, comment on peut la développer, on a conçu le dispositif au départ pour le milieu collégial, mais avec une ouverture, une certaine universalité pour que ça puisse s'appuyer, pour que ça puisse s'adapter dans des programmes universitaires.
Merci Marie. Ben, je vais reposer un peu la question aussi à Paulo et Vanita sur cet aspect-là, parce que quand on développe une ressource numérique, on la diffuse, surtout avec une licence libre, il y a une perspective, un enjeu de soucier du public cible, d'atteindre souvent le maximum de public cible. Est-ce que c'était déjà interordre pour vous? Puis parfois, il y a même des projets où on vise d'autres clientèles que les clientèles universitaires ou collégiales. Comment avez-vous abordé cet aspect-là? C'était vraiment pour votre public, à vous d'abord, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait aussi un souci d'autres publics cibles? Ouais, je Je- pense qu'au dé- ouais, vas-y. Je pense qu'au début, on pensait justement à s'adresser plutôt au public de la formation continue des cégeps. Donc, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il y avait une section en chapitre qui portait justement sur la formation continue. Euh, mais rapidement, on s'est rendu compte que, bon, peut-être que ce n'est pas exactement l'objectif de ces guides. On parle de formation à distance pour les adultes, donc ça pourrait servir aussi à d'autres contextes, dans d'autres contextes. Donc, c'est pour ça qu'on a retiré, on a éliminé cette section qui est quand même très importante, mais ce n'était pas l'objectif de ces guides. Donc, je dirais que oui, si, je ne sais pas si ma collègue Vanita est d'accord, mais je pense que oui, le guide que nous avons conçu, il est un peu interordre dans ce sens où il ne s'adresse pas exactement aux personnes qui travaillent seulement dans des formations continues, mais aussi dans des universités, par exemple. Pourquoi pas? Vanita, quelque chose à rajouter ou pas? C'est bon, parfait. Donc, c'est intéressant. Il y a eu un ajustement en cours de développement, et puis Oui. c'est tout à fait normal, là. Ça me fait penser dans le processus, je ne le représenterai pas parce que ça va, ça va planter à nouveau. Mais dans le processus complet, pour les gens qui ont peut-être sont allés sur le site, il y a un processus plus large. Il y a la chronologie, mais dans le bas à gauche, il y a le processus qui est plus large. Et il y a beaucoup de boucles de rétroaction, donc c'est normal un peu qu'on revienne en arrière, qu'on se réajuste aussi. Je voulais poser une question sur l'aspect aussi média, parce que on a vu vous avez fait des choix médiatiques qui étaient relativement différents. Dans un cas Geniali, dans l'autre cas PowerPoint. J'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu sur les raisons qui vous ont fait choisir le média en question que vous avez retenu. On va commencer peut-être par Marie. Donc, nous, de notre côté, on a choisi PowerPoint, comme tu viens de le présenter, parce que la suite Microsoft 365 est vraiment disponible, accessible à travers le milieu collégial. Donc, c'était vraiment pour ça, puis pour développer un gabarit qui pouvait être facilement utilisé. Donc, nous, on disait souvent avec des moyens modestes, par n'importe quelle personne enseignante à travers le réseau. Fait que c'était vraiment pour aller rejoindre là, la majorité. Puis la grande beauté de PowerPoint, ben, c'est que tu peux enregistrer tes fichiers, tes mises en situation réflexive, tu peux t'en faire une banque si tu es une personne enseignante. Donc, nous, on trouvait que ça offrait vraiment beaucoup d'accessibilité, puis c'était très concret, là, tout le monde peut y avoir accès. PowerPoint offre quand même beaucoup de possibilités, hein, des fois méconnues. Avec les années, c'est amélioré. Merci Marie. Et de votre côté, Paulo et Vanita? Pas qui va prendre Ben, la parole? je vais prendre la parole. En fait, on avait le choix des licences aussi, je pense, a guidé un peu l'utilisation de Geniali dans notre cas parce que Geniali permet ce type de réutilisation. Donc, les personnes pourraient prendre le Geniali et ensuite y ajouter ou le redistribuer. Fait que pour nous, ça avait aussi cette facilité-là de concevoir avec cet outil. C'est sûr qu'on a découvert certaines limitations. Là, les gens qui ont utilisé Geniali, je pense qu'ils savent que c'est pas toujours évident. Je pense que Paolo a vécu des frustrations. On pourrait les nommer comme ça. Mais ceci étant dit,
pense que, tu sais, pour l'interactivité, c'est tout ce qui est gabarit qui est permis. C'est un outil qui est quand même intéressant, là, puis qui fait vraiment des conceptions visuelles très, très dynamiques. Mais ceci étant dit, c'est vrai que PowerPoint a énormément évolué justement parce que PowerPoint compétitionne aussi là, avec des outils comme Genially ou Canva et tout ça. Donc, j'ai vu là, récemment que oui, en effet, ça permet toutes sortes de choses. C'est en gros ça pour le choix du média. Je ne sais pas si Paolo veut ajouter quelque chose. Non, c'est ça, tu as tout dit. Parle-nous de tes frustrations par rapport à ça. Oui, je pourrais passer une heure ici à parler de tout ça. Mais en fait, il faut s'adapter parce que, oui, on aimerait avoir accès à un outil super puissant, mais est-ce qu'il est adaptable? Est-ce qu'il est facile à partager? Je ne sais pas, je parle de Starline, quelque chose comme ça, très complexe, mais c'est ça, il faut penser aussi à la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, il faut que la ressource elle soit facilement adaptable, soit réutilisable par d'autres institutions. Donc, Genially est quand même très connu dans le réseau. Donc, voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi Genially. Mais c'est quand même très intéressant et pour un guide, même s'il y a des limitations, mais n'importe quel outil a des limitations. Donc, voilà, il faut vivre avec et s'adapter. J'allais te dire, Paulo, tu m'enlèves les bouts de la bouche. Je pense qu'il n'y a pas un choix qui va être parfait. Hein? On vit tous des frustrations, des limitations. Et les outils évoluent tellement aussi avec les années. Donc, le dernier volet que je voulais aborder avec vous, c'est l'aspect de ce que ça vous a apporté. Donc, les possibilités, là, ce que ça vous a apporté, le fait de créer une ressource. D'abord, pourquoi vous êtes lancé dans ce processus-là avec le pôle? Développer une ressource partagée, pourquoi partager? Alors, qu'est-ce que ça vous apporte quel était votre objectif au départ? Puis qu'est-ce que ça vous a apporté de développer une ressource? Marie, pour commencer à nouveau. Ben, en fait, ce qu'il y a de beau là-dedans, de développer une ressource qui est partagée, c'est justement l'acte de générosité qui vient avec le développement. Louise et moi, on a décidé de travailler sur ce dispositif-là parce que pour nous, le développement de la pensée réflexive à distance, dans un contexte à distance, c'est un enjeu qui est vraiment universel. Puis on s'est dit, ben, on va essayer de développer un dispositif qui puisse outiller les personnes enseignantes à cet égard-là. Puis, tu sais, en même temps, nous, quand on a commencé, il y a comme 3 ans, là, dans notre premier appel de projet, on ne savait pas là, dans quoi qu'on s'embarquait, là, dans le sens qu'on est vraiment parti de la page blanche, puis c'est vraiment l'outil qui nous a porté, là, je vais dire ça comme ça. Puis, ce projet-là nous a amené même à participer à un deuxième appel de projet. Ce n'était pas prévu non plus. Fait que ce que ça nous a apporté, ben, des belles rencontres. Ça nous a permis aussi, moi je dis tout le temps que c'est toujours l'ouvrage qui nous donne la leçon, en fin de compte. Fait que, tu sais, en cours de développement, l'expérience a été enrichissante aussi juste par le projet, juste par le chemin, tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Merci, Marie. Pour terminer cette vague de discussion, Vanita ou Paulo? C'est Vanita qui a pris la parole tantôt. Je vais donner la parole à Paulo, tiens. Oui, en fait, pourquoi développer tout d'abord, je pense, c'était parce que on voulait répondre à un besoin concret. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de ressources dans ce contexte de formation à distance pour adultes. Oui, il y a beaucoup de ressources numériques qui portent sur la formation à distance. Il y a des articles, des écrits par rapport à l'andragogie, mais pas beaucoup de REN, en fait. Donc, on voulait justement répondre à un besoin. Donc, unir ces univers qui sont un peu séparés. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on a décidé
de répondre à l'appel du pôle. Mais c'est sûr qu'à part ça, il y a aussi le fait que quand on développe, quand on conçoit une ressource numérique, comme disait Marie, il y a aussi l'aspect de... C'est gratifiant de voir que ce que tu avais conçu comme un brouillon d'abord. Donc, au fur et à mesure, ça se développe. Et puis, à la fin, après quelques mois, tu vois un objet concret qui pourra effectivement être utile pour les gens. Donc, c'est gratifiant. C'est professionnellement, mais je dirais aussi personnellement parlant. C'est super de pouvoir réaliser que, voilà, finalement, en travaillant ensemble, on a été capable de faire quelque chose qui pourra aider les gens. Donc, c'est effectivement gratifiant. C'est stimulant, hein? Vanita, quelques mots à ajouter? Ben oui, en fait, pour moi, ça a surtout été de travailler sur un sujet qui était un peu hors de mon contexte. Tu sais, je suis à la formation régulière. Mes tâches, mes fonctions s'appliquent beaucoup plus à ce qu'on voit régulièrement dans un cégep. Donc, moi et Paolo, on aime beaucoup travailler ensemble, c'est sur tous les thèmes qui touchent à la technopédagogie, mais bon, dans deux contextes quand même différents, en étant à la formation régulière et continue, on met à profit nos forces d'idées conjointes. Mais dans ce contexte-ci, moi, j'ai beaucoup appris, donc ça m'a vraiment donné la chance de me pencher sur de nouvelles thématiques, de voir certaines stratégies réutilisées dans un nouveau contexte. Donc, ça a été extrêmement enrichissant comme processus d'apprentissage professionnel. On n'a pas toujours la chance de le faire, donc j'ai beaucoup apprécié ce projet et cette collaboration. Merci Vanita, merci Paulo et Marie pour ce partage d'expérience. C'est très, je pense, enrichissant pour nous. Là-dessus, je vais repasser la parole à Sylvain, des fois que l'auditoire aurait des questions sur les projets, sur les interventions, etc. Pas beaucoup de questions, mais toute une interaction sur la possibilité de télécharger un Geniali, garder l'interactivité là-dedans. Bon, c'est très technique. Cependant, je serais curieux de savoir quelle rétroaction est-ce qu'on veut obtenir des groupes de validation quand on consulte à l'étape où vous êtes rendu, là. Comment vous voyez ça? Quel type de rétroaction vous voulez obtenir? C'est quoi un groupe de validation pour vous? Groupe de validation ou je ne suis pas sûr d'abord. Dans l'étape, dans le processus, il y a une phase de validation, une étape de validation. Marie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Peut-être que Paulo et Vanita pourriez voir comment vous voyez ça de votre côté. Je peux... Vas-y, Paolo. Oui, en fait, on a eu, en plus de la rétroaction du pôle, on a eu la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir accès à ce groupe de consultation qui a joué un peu le rôle qui nous ont effectivement apporté beaucoup de commentaires, des suggestions. Donc, c'était vraiment une rétroaction et qui nous a permis de modifier un peu en cours de route le guide. Et voilà, c'était très apprécié parce que c'était vraiment des personnes qui connaissent bien la réalité, les différentes réalités des formations continues. C'était des conseillers pédagogiques des formations continues du réseau collégial. Donc, c'était une vision critique, un point de vue différent qu'on n'a pas toujours parce qu'on est tellement plongé dans le projet qu'on ne voit pas certaines choses. Donc, voilà, c'est la rétroaction qu'on a eue à 2 reprises, particulièrement, dans le groupe de consultations. Voilà. Vanita, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Comment tu as vécu ça de ton côté? Mais, en fait, ça a été extrêmement pertinent de travailler avec le groupe de consultation là, à 2 reprises, animé aussi par Marco et Annie-Claude qui préparaient les rencontres de façon
très organisé, très structuré. Donc, ça nous permettait pas seulement de prendre section par section, de dire ça marche pas, mais vraiment là, d'amener des points de réflexion sur chacune de nos thématiques, mais aussi sur la conception du guide dans un deuxième temps. Donc, pour nous, quand on était dedans, on le voyait, puis c'était très intuitif, mais quand elles sont arrivées pour l'utiliser, elles nous ont fait remarquer certains éléments qui elles les amenaient à le voir autrement. Donc, non, ça a été vraiment, vraiment pertinent et toujours, c'est ça, des rétroactions qui nous aidaient à réfléchir. Des fois, c'est aussi difficile de recevoir beaucoup de rétroactions parce qu'il faut faire des choix. Donc, des fois, il faut, à ce moment-là, dire... est-ce qu'on conserve notre idée? Est-ce qu'on modifie? Donc, on a passé, quand je dis on, parce que Paolo a fait beaucoup de ces choix difficiles-là au niveau de la conception du guide, de la navigation et tout ça, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir quelque chose de bien. Une dernière pour la route, peut-être pour la reine dont vous êtes le héros. Quel support avez-vous utilisé pour le fichier avec la mise en situation? Est-ce que c'était un PowerPoint aussi? Oui, c'est un PowerPoint et c'est volontaire qu'on n'ait pas mis ça de l'avant dans notre présentation. C'est juste pour vous dire qu'on ne s'en aperçoit pas qu'on est dans l'environnement PowerPoint. Puis je veux juste faire du pouce sur ce que mes collègues viennent de dire par rapport à la rétroaction. Nous, Louise et moi, on a testé le dispositif auprès de personnes étudiantes, là, bien entendu. Puis, on a reçu des commentaires comme, parce qu'on a reçu des commentaires comme, je m'en suis pas rendu compte que j'étais en train de faire une mise en situation. Donc, ça, pour nous, on se dit, on a relevé le défi. L'outil n'est pas parfait, mais on a relevé le défi. Oui, immersion totale, effectivement. Merci.